Introduction. L'éducation financière pour la vie est un thème extrêmement important pour tous ceux qui aspirent à atteindre la tant désirée indépendance financière, laquelle permettra de créer les conditions d'une vie heureuse. Toutefois, une bonne dose de conscience et de planification des finances domestiques est nécessaire, car ce sujet concerne davantage le comportement des personnes que les simples calculs financiers. L'objectif de ce texte est d'amener les lecteurs à réfléchir sur la manière de générer des revenus et de dépenser l'argent gagné, souvent au prix de grands efforts, afin d'atteindre une maturité financière plus solide, en adoptant des attitudes plus rationnelles et intelligentes dans les décisions quotidiennes liées aux questions financières personnelles. Contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'ils ne parviendront à résoudre leurs problèmes financiers qu'en gagnant beaucoup d'argent, ce qui les pousse à recourir fréquemment aux prêts, augmentant ainsi leurs dettes. L'éducation financière pour la vie, en plus d'aider à organiser les finances familiales, enseigne à la famille comment éviter les habitudes improductives qui entraînent le gaspillage et les dépenses inutiles, à travers des conseils et des leçons sur la façon d'établir un plan financier familial. Il est important de souligner que la planification financière familiale n'est pas une tâche individuelle, elle concerne toute la famille. Cette union familiale est essentielle pour atteindre l'équilibre financier et améliorer le confort matériel. Tout comme le travail en équipe dans les entreprises améliore la productivité et permet d'atteindre des bénéfices, l'union de la famille autour d'objectifs communs contribuera à atteindre l'équilibre financier et le progrès économique du foyer. Pour ceux qui sont déjà endettés, il faut agir rapidement pour éviter que la situation ne s'aggrave. Bien que ce soit un objectif atteignable, ce n'est pas une tâche facile. Il faut de la volonté, de la détermination et du courage pour affronter le problème. Étant donné que le montant du salaire est limité et que les incitations à la consommation sont infinies, il est essentiel de sensibiliser les gens afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges du consumérisme, qui peuvent mener à l'endettement. Tout au long du texte, des conseils seront donnés sur la manière d'éviter ces pièges et de dépenser son salaire de manière plus productive et intelligente. L'importance de l'éducation financière. Avoir plus d'argent ne signifie pas nécessairement être plus heureux ou bénéficier d'une meilleure qualité de vie. L'important est de savoir planifier ses dépenses, en consommant sans excès ni gaspillage, afin d'avoir suffisamment pour garantir l'avenir et éviter les situations de pénurie ou les crises provoquées par des urgences. L'éducation financière devrait faire partie de la formation de base de tout citoyen et commencer à la maison, avec les parents enseignant à leurs enfants comment se comporter face au bombardement quotidien d'offres de produits variés, transmis par tous les moyens de communication. La majorité de ces offres concernent des choses inutiles ou superflues. Les parents doivent donner l'exemple à la maison. S'ils n'adoptent pas cette attitude, en négligeant toute forme de planification financière, en vivant constamment endettés et en prenant de mauvaises décisions par manque de connaissances de base en finances personnelles, comment pourront-ils guider leurs enfants dans un monde profondément consumériste ? Il faut briser ce cercle vicieux, soit par le système éducatif traditionnel, soit par des efforts personnels, en cherchant à apprendre à travers des conférences, des cours, des séminaires ou des lectures spécialisées. Le cycle financier de la vie. À chaque cycle biologique de la vie, enfance, adolescence, jeunesse, maturité et vieillesse, correspond un cycle financier, comme le montre l'illustration suivante. À mesure que l'âge des personnes augmente, entraînant un changement de cycle biologique, leurs besoins financiers évoluent également. À chaque étape de la vie, les besoins et les objectifs sont différents, et changent au fil du temps. Durant l'enfance, l'adolescence et, de plus en plus souvent de nos jours, pendant la jeunesse, les jeunes dépendent généralement de leur famille jusqu'à atteindre l'indépendance financière. C'est durant la jeunesse qu'il faut établir les objectifs de vie. Que veux-je devenir ? Où est-ce que je veux arriver ? Pour cela, il faut épargner et planifier des investissements, notamment en formation ou développement personnel. C'est le moment de semer pour pouvoir récolter plus tard. Il est indispensable de définir un équilibre entre revenus et dépenses. Il ne faut jamais dépenser sans critères, ni jamais dépenser plus que ce que l'on gagne. C'est aussi à cette période que l'on fonde une famille, et avec l'arrivée des enfants, les dépenses augmentent considérablement. Il faut être préparé à ces événements. La maturité est la phase où l'on commence à récolter les fruits de ce que l'on a semé durant la jeunesse. Si rien n'a été semé, il n'y aura rien à récolter. Si aucun petit pécule, ni plan de santé ou de retraite n'a été mis en place, il est à prévoir que la personne connaîtra des besoins pendant la vieillesse, précisément au moment où la condition physique n'est plus la même et où les problèmes de santé deviennent inévitables. Il est donc essentiel de penser à la vieillesse dès la jeunesse, car le temps est impitoyable, et il semble que, lorsqu'on passe d'un cycle de vie à un autre, l'horloge s'accélère. Le temps, c'est de l'argent. Éducation financière pour la vie. Le dicton populaire dit que, le temps, c'est de l'argent. En partant de ce principe,
l'argent représente également du temps. Il est essentiel de garder cela à l'esprit pour apprendre à traiter avec plus de respect son salaire et son précieux temps. La plus grande partie de la vie des gens est consacrée au travail, dans le but de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins fondamentaux, ou aux loisirs, en investissant l'argent gagné pour améliorer la qualité de vie. Il est facile de comprendre que l'argent mal dépensé ne contribue en rien à cette amélioration, au contraire, il l'aggrave, puisque les personnes devront passer encore plus de temps à travailler pour récupérer l'argent mal utilisé. Supposons qu'une personne reçoive un salaire de 2400 $, pour 160 heures de travail mensuel. Cela signifie que son heure vaut 15 $, ou que chaque 25 centimes qui entrent dans sa poche représente une minute de sa vie. En gaspillant une pièce de 1 $, cette personne jette simplement à la poubelle 4 précieuses minutes de sa vie. Pour chaque pièce gaspillée, il faudra travailler 4 minutes supplémentaires. Chaque fois que vous êtes sur le point de mépriser votre précieux salaire en achetant ce dont vous n'avez pas besoin, avec de l'argent que vous ne possédez pas encore, et en payant en plus des intérêts pour acquérir des biens superflus, souvenez-vous que l'argent est aussi du temps. Sinon, vous serez en train de gaspiller du temps de vie, le bien le plus rare que Dieu nous a généreusement offert, comme le souligne le professeur d'économie Marcos Silvestre, 2012, de l'Université de São Paulo. Planifier le budget familial. Un aspect fondamental dans la gestion des finances domestiques est de prendre conscience que l'argent n'est pas extensible. Les alternatives de consommation sont infinies, mais le revenu familial est limité, on ne peut donc pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Gérer le budget familial implique de conduire ses finances personnelles avec maturité, dans le but de réaliser ses rêves, acquérir sa propre maison, épargner pour l'éducation des enfants, faire un voyage, avoir une retraite paisible ou, à l'avenir, investir dans sa propre entreprise. Pour cela, il est nécessaire de planifier le budget familial et de rationaliser les dépenses. La première étape pour organiser les comptes domestiques est d'estimer les dépenses mensuelles de la famille. À ce stade, la famille doit se réunir et dresser une liste, dans un tableau, un cahier ou même une feuille de papier, de toutes les dépenses du mois, puis les comparer aux revenus, c'est-à-dire au revenu familial. Ce petit effort est important et sera récompensé à l'avenir. En analysant les dépenses mensuelles notées, il est possible que la personne soit surprise de constater que les dépenses dépassent le salaire. C'est pourquoi il est important que tous les membres de la famille participent, car, dans ces cas, il faudra ajuster le budget pour qu'il soit conforme aux revenus, autrement dit, il sera nécessaire de réduire les dépenses. Supposons que le revenu mensuel net du citoyen alpha soit de 2670 $. On constate alors un déficit budgétaire de 230 $. S'il dispose d'une épargne pour couvrir ce déficit, tant mieux, il pourra respecter ses engagements à la fin du mois. Sinon, ce déficit deviendra une dette reportée dans le budget du mois suivant. Cela signifie que le citoyen alpha ne disposera que de 2441 $. Si les dépenses dépassent ce montant, un problème commence à apparaître, problème que la majorité des gens ne perçoivent pas, l'effet boule de neige, où la dette est reportée au mois suivant, grossissant de plus en plus à cause des taux d'intérêt exorbitants des cartes de crédit et des découverts bancaires. Les dépenses reportées réduisent le pouvoir d'achat du consommateur. Il devient urgent de réduire les dépenses. Mais comment faire? Contrôler le budget familial. Pour ne pas perdre le contrôle et éviter un déficit budgétaire les mois suivants, le citoyen alpha, mentionné dans l'exemple précédent, devra réduire 460 $ de son budget familial, 230 $ pour combler le déficit du mois précédent et 230 $ supplémentaires pour ne pas replonger dans le rouge. Mais avant cela, il est important de connaître un peu la nature des dépenses, car cela facilitera la rationalisation des coûts. Les dépenses domestiques peuvent être classées dans les catégories suivantes. Dépenses obligatoires fixes, ce sont des dépenses qui ne peuvent pas être éliminées ou réduites, exemple, loyer, charges de copropriété, impôts fonciers, etc. Dépenses obligatoires variables, ce sont des dépenses qui ne peuvent pas être éliminées, mais qui peuvent être réduites, exemple, alimentation, habillement, électricité, gaz, hygiène, nettoyage, entretien de voiture, scolarité, etc. Dépenses non obligatoires fixes, ce sont des dépenses qui ne peuvent pas être réduites, mais qui peuvent être éliminées, exemple, abonnement à des journaux ou magazines, télévision par câble, club, assurance auto, mutuelle santé, etc. Dépenses non obligatoires variables, ce sont des dépenses qui peuvent être réduites ou même supprimées, exemple, femme de ménage, carburant, téléphone portable, téléphone fixe, produits de beauté, théâtre, cinéma, bar, voyage, livres, etc. En analysant les dépenses mensuelles, le citoyen alpha a concentré ses efforts sur les frais qu'il pouvait réduire ou supprimer,
et a réussi à faire 503 $ d'économie, de quoi honorer ses engagements et même mettre de côté 43 $ en épargne. Éviter le surendettement. Les mesures adoptées par le gouvernement pour stimuler la consommation intérieure, en facilitant l'accès au crédit, ont permis de répondre à une demande refoulée des consommateurs pour les biens durables. Cela a amené sur le marché des personnes qui n'étaient pas habituées à cette facilité. Le crédit facile, combiné à un marketing agressif, pousse les gens à consommer davantage, achetant des produits ou des services non essentiels. Pourtant, il faut garder à l'esprit que le salaire n'est pas extensible, il reste le même. Au fur et à mesure que les mensualités s'accumulent, le revenu disponible pour payer les dépenses obligatoires diminue, réduisant ainsi le pouvoir d'achat. Le processus de surendettement commence quand on recourt à des emprunts pour tenir ses engagements, en utilisant le découvert bancaire ou en échelonnant les paiements par carte de crédit. Tant que le consommateur dispose d'un crédit, il n'est pas rare qu'il crée de nouvelles dettes pour payer les anciennes. Il faut stopper à temps, car la tendance est à l'aggravation, pouvant entraîner une spirale d'endettement difficile à inverser, menant parfois à l'insolvabilité. La justification la plus fréquente du surendettement est un salaire insuffisant. Mais la réalité est simple, on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Les personnes doivent gérer leur budget familial comme si elles administraient une entreprise. Si les dépenses dépassent les recettes, l'entreprise fait faillite. Il en va de même pour le budget familial, si l'on dépense plus que ce que l'on gagne, la faillite personnelle est inévitable. Pour éviter cette situation, il faut rationaliser les dépenses et tenter d'inverser la situation défavorable. Les causes de dépenses excessives tiennent souvent à un manque d'éducation financière, à l'absence d'objectifs de vie clairs, combiné à la pression publicitaire qui repousse constamment la constitution d'une épargne, pourtant indispensable aux réalisations personnelles et investissements futurs. Bien souvent, les difficultés financières naissent simplement du plaisir d'acheter, indépendamment de l'utilité ou du sens de cet achat. Ce comportement compulsif porte un nom en psychologie, l'oniomanie, et nécessite une prise en charge. Toutefois, la majorité des personnes endettées entrent dans l'une des 4 catégories suivantes. Occasionnels, ceux qui s'endettent à cause d'un événement imprévu, comme un accident, une maladie dans la famille, une perte d'emploi, etc. Négligents, ceux qui n'ont aucun contrôle de leur budget, achètent sur un coup de tête et peinent à boucler les fins de mois. Chroniques, des individus qui vivent constamment dans les dettes, pensant, à tort, qu'étaler les paiements est une solution, ou par pure mauvaise foi. Calculateurs, ceux qui, de manière délibérée et contrôlée, s'endettent temporairement pour atteindre un objectif précis. Recommandations pour éviter le surendettement. Consommation excessive, nous vivons dans une société ultra-consumériste, avec une pression constante pour acheter plus. Les raisons d'achat sont multiples, besoins, mode, plaisir, statut, impulsion, marketing. Il est fortement conseillé de consommer uniquement selon ses besoins réels. Si vous avez du mal à résister, adoptez ces mesures préventives. Évitez les centres commerciaux. Laissez votre carte de crédit débit à la maison. Cachez votre chéquier. Sortez uniquement avec l'argent nécessaire à vos dépenses de la journée. Marketing. Le marketing a le pouvoir d'implanter dans notre esprit l'idée que des objets superflus sont essentiels à notre bonheur. Les professionnels du marketing étudient les vulnérabilités humaines pour créer des besoins artificiels, nous incitant à consommer toujours plus. Résistez aux appels du marketing. N'achetez que ce dont vous avez vraiment besoin, et non ce que la publicité, diffusée à travers divers médias, essaie de vous faire croire comme essentiel pour votre vie. Votre meilleure arme contre le pouvoir du marketing est l'éducation financière, qui vise à éveiller la conscience du consommateur sur sa liberté de choix, lui permettant de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Compte bancaire. Ne gardez qu'un seul compte bancaire. C'est plus facile à contrôler et cela réduit les frais bancaires. Les banques facturent de nombreux types de frais, alors n'utilisez que les services essentiels. Évitez autant que possible le découvert bancaire. Ce montant qui apparaît sur votre relevé comme disponible ne vous appartient pas, il appartient à la banque. Si vous l'utilisez, rappelez-vous que les intérêts facturés sont exorbitants, proches de l'usure. Le mois suivant, ces frais réduiront considérablement votre revenu disponible. Chèque postdaté. Avec la popularisation des cartes et l'augmentation des chèques sans provision, le chèque postdaté est de moins en moins utilisé dans le commerce. Cependant, si vous payez par ce moyen, assurez-vous de contrôler les dates de débit et de garantir que le solde soit disponible pour ne pas finir inscrit dans le registre des mauvais payeurs. Revenu complémentaire. Il n'existe pas de formule magique pour améliorer sa vie, si ce n'est le travail dur et honnête. Dans certaines situations, il est nécessaire de chercher un emploi complémentaire,
en profitant au maximum de son temps libre. Travailler n'est pas une honte. Ce qui est honteux, c'est d'avoir des dettes. Dépenses superflues. Apprenez à dire non. Évitez d'acheter des produits ou services non essentiels. Il vaut mieux annuler temporairement certaines dépenses inutiles comme les abonnements à des journaux, magazines, TV, Internet, téléphone, opter pour le prépayé, par exemple, plutôt que de payer des intérêts élevés sur des achats inutiles. Chat au comptant. Ne faites pas d'achat simplement parce que le crédit est disponible. Attendez un peu, économisez l'équivalent des mensualités que vous auriez payées, déposez-les sur un livret d'épargne, et une fois le montant total réuni, retournez au magasin. Vous découvrirez le pouvoir du consommateur qui paie comptant. Apprenez à marchander, et n'ayez pas honte de renoncer à l'achat si le vendeur refuse de faire un bon rabais. Ce n'est pas au vendeur de fixer les conditions, c'est le consommateur qui décide s'il achète ou non. Mais attention, cette décision doit être basée sur le besoin, et non sur l'envie. Ne cédez pas à la tentation d'acheter tout ce que vous désirez juste parce que le crédit est accessible. Sinon, vous vous retrouverez rapidement dans des difficultés financières. Loisirs à faible coût. Un autre conseil important, évitez les activités de loisirs coûteuses, comme les balades dans les centres commerciaux. Apprenez à valoriser les choses simples et précieuses de la vie, qui ne coûtent pas cher, comme aller à la plage, faire des randonnées, passer du temps à l'extérieur, aller à la pêche, organiser des réunions avec des amis ou en famille, etc. Difficile d'épargner. Les gens doivent prendre conscience de l'importance d'intégrer l'habitude d'épargner dans leur quotidien. Il faut considérer l'épargne comme une dépense fixe dans le budget. L'épargne doit être une priorité, car c'est la seule manière de construire un avenir personnel et familial meilleur. Commencez par des économies simples au quotidien, réduire la consommation d'électricité, mettre le chauffe-eau en mode été, d'eau, éviter les cigarettes, les cafés, les sucreries, les bars, les restaurants, etc. Essayez de faire une petite réserve en fin de mois, même si c'est juste en mettant les pièces dans une tirelire. Dans la société actuelle, où l'on valorise davantage l'avoir que l'être, il n'est pas facile de développer l'habitude d'épargner. Il faut beaucoup de volonté et de discipline pour intégrer l'épargne dans le budget familial, mais cet effort sera récompensé à long terme. Le simple fait d'épargner n'est pas toujours motivant, car cela implique des sacrifices. Il est donc important de définir un objectif clair pour l'épargne, partir en vacances, acheter une nouvelle télévision au comptant, une voiture ou la maison de ses rêves. Sans but défini, il est plus difficile de rester discipliné et l'argent économisé est plus vulnérable aux dépenses inutiles. Souvenez-vous que le but de l'épargne est d'améliorer la qualité de vie. Piège de la carte de crédit et du découvert bancaire. La ligne de crédit de la carte de crédit et du découvert bancaire mérite une attention particulière. L'avantage principal de la carte de crédit réside dans la possibilité de différer le paiement tout en profitant immédiatement du produit ou du service. En achetant avec la carte, vous recevez l'article immédiatement, mais le paiement ne sera effectué qu'à l'échéance de la facture, avec parfois un paiement en plusieurs fois convenu avec le magasin. Cela signifie consommer maintenant et payer plus tard. Il s'agit d'une grande facilité, mais elle doit être planifiée, organisée et suivie de près, notamment les dates d'échéance. Cependant, ce n'est pas de l'argent supplémentaire. Ce qui rend la carte de crédit attractive est aussi ce qui la rend dangereuse, elle comporte l'une des plus hautes taux d'intérêt du système financier mondial. Utiliser le crédit disponible et ne pas le rembourser en totalité à la date d'échéance, c'est entrer dans une spirale dangereuse d'endettement. Il en va de même avec le découvert bancaire. Le manque d'éducation financière et le désordre dans les dépenses poussent de nombreuses personnes à dépasser leur budget, à utiliser leur découvert ou à payer leurs dettes par carte de crédit. Ce sont les deux pires erreurs possibles, car ces dettes génèrent des intérêts mensuels très élevés, allant de 5% à 15% par mois. Le crédit renouvelable des cartes peut atteindre près de 300% d'intérêts par an. Un consommateur qui ne paie pas la totalité de la dette dans les premiers mois entre dans l'effet boule de neige, des intérêts composés, et la dette devient vite incontrôlable. Par exemple, une dette de $1 000 peut devenir $3 000 en quelques mois, puis continuer d'augmenter. Si vous avez commencé à payer seulement le montant minimum et que la situation ne s'améliore pas, arrêtez d'utiliser la carte et demandez l'annulation immédiate. Cela évitera l'effet boule de neige. Même si les banques ou les sociétés de crédit. Exemple de coût d'un véhicule populaire. Prenons comme exemple l'une des nombreuses offres de voitures populaires neuves, abondantes dans n'importe quel journal du pays.
Une voiture d'une valeur de 24 990 $ est proposée avec un financement de 48 mensualités de 399,33 $. Le taux d'intérêt annoncé est de 0,69% par mois. Mais attention, en bas de page, il y a souvent des informations importantes à ne pas négliger. Le montant de l'acompte est de 9 771,09 $. Il existe également une exemple de coût d'un véhicule populaire, suite. Il faut aussi compter des frais de dossier liés à des services tiers de 1053,80 $. Ajoutez environ 250 $ pour l'immatriculation et encore 1000 $ pour l'IPVA, impôt sur les véhicules à moteur. En résumé, le consommateur devra débourser 12 074,89 $ pour pouvoir sortir avec la voiture. En plus de s'engager à payer des mensualités de 399,33 $ pendant les 48 mois suivants. En considérant une estimation du coût mensuel d'usage du véhicule de 810,80 $, ce consommateur aura 1210,13 $ de son budget mensuel engagé dans la voiture pendant les 4 prochaines années, période durant laquelle il paiera encore les mensualités d'une voiture neuve, mais roulera déjà avec une voiture usée, dont la valeur aura probablement chuté à environ 15 000 $. Dépréciation moyenne de 10% par an. N'oubliez pas non plus les risques d'accident, même si le véhicule est assuré, il y a les franchises à payer et les amendes éventuelles en cas d'infraction au code de la route. D'un point de vue financier, il est souvent plus rentable et plus sûr de louer un véhicule occasionnellement, le temps de constituer une épargne pour un achat au comptant dans le futur, il suffit d'avoir de la discipline pour épargner. Lors d'une négociation au comptant, on peut souvent obtenir d'excellentes remises. En plus, la satisfaction de pouvoir acheter au comptant est excellente pour l'estime de soi. 11. Comment sortir du surendettement? Mais si une personne est déjà endettée, comment peut-elle sortir de cette situation? En plus de suivre les recommandations déjà présentées, il faudra adopter des mesures plus fermes pour inverser la situation de défaut de paiement. Il peut être nécessaire de vendre un bien, terrain, voiture, etc., pour rembourser ou alléger les dettes. Avec l'argent, il est possible de payer les créances et éliminer plusieurs dépenses, essence, assurance, impôts, IPVA, entretien, amendes, etc. Une voiture représente une source importante de dépenses, et l'argent de la vente peut être la clé de sortie. Parce qu'il permettra de rembourser les dettes. Et parce qu'il éliminera une source constante de frais. Si la réduction des dépenses non essentielles ne suffit pas à résoudre le problème, envisagez de renégocier les dettes. Les créanciers acceptent souvent la négociation, car leur intérêt principal est de recevoir, et non d'inscrire le nom du débiteur dans un registre de mauvais payeurs. Quand le débiteur montre de la bonne volonté en proposant de payer 2 ou 3 mensualités en retard, il est fréquent que le créancier accepte de réduire les frais, comme les amendes et les intérêts de retard, car son but est de récupérer l'argent et clore le dossier. Il ne cherche pas à récupérer l'objet, qu'il s'agisse d'un four ou d'une voiture.